Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil d'agglomération et du Conseil municipal du 14 juin. Alors, nous allons débuter la séance du Conseil d'agglomération. Je vais commencer par prendre les présences. Monsieur le maire Luc Brisebois. Bonjour. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Pour le district numéro 2, Madame Mélanie Matte. Présente. Pour le district numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. Pour le district numéro 4, M. Danny Stewart. Présent. Pour le district numéro 5, M. Joël Charbonneau. Présent. Pour le district numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt, elle est absente. Pour le district numéro 7, M. Pierre Labonté. Présent. Le district numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Et pour la municipalité de Lac-Tremblay-Nord, Mme la mairesse Kim Meyer. Présente. Alors, Monsieur le maire, je crois que vous avez des interventions à nous faire. Oui, j'en ai plusieurs ce soir. Merci, Mme la greffière. Bonjour tout le monde. Juste pour vous dire, plusieurs ont hâte de pouvoir revenir nous voir en personne lors des séances, participer à la vie démocratique de Mont-Tremblant et poser des questions au Conseil. Nous aussi, on a hâte de vous voir. Je suis donc heureux de vous annoncer aujourd'hui que dès la prochaine séance ordinaire, le 12 juillet, le public sera de nouveau admis dans la salle du Conseil. Évidemment, la distanciation continuera de s'appliquer, ce qui veut dire que le nombre de places sera limité. Je vous invite donc à suivre nos plateformes pour connaître la façon de procéder pour assister aux séances. Malheureusement, pour la séance d'aujourd'hui, comme tous les préparatifs avaient été faits en fonction d'un scénario de zonage de zone orange, ça ne laissait pas suffisamment de temps au service pour réorganiser la séance en présentiel en fonction du retour en zone jaune aujourd'hui et mettre en place la procédure pour assister en personne. Une séance, c'est beaucoup d'organisation. Il fallait aussi faire preuve d'équité envers toutes les personnes qui nous ont soumis des questions écrites, ainsi que dans l'attribution des places assises, alors que la procédure de réservation n'était pas en place. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sera tous ensemble à la prochaine séance. Merci. Une autre intervention. C'est le 22 juin prochain à minuit que la Sûreté du Québec prévoit procéder à l'intégration du service de police de la ville de Mont-Tremblant au sein de son organisation. Rappelons que cette intégration fait suite à l'annonce du 2 février dernier par Mme Geneviève Guilbeault. Je vous informe également que la Sûreté du Québec assure la desserte policière sur le territoire de la MRC durant la période d'induction qui a débuté le 13 juin à 19h jusqu'au 18 juin à 18h. Ceci constitue la dernière étape avant l'intégration officielle et permet au personnel concerné de se familiariser avec les différentes directives et procédures tant opérationnelles qu'administratives. Durant la même période, les cadets de la Sûreté du Québec seront également présents sur leur territoire en soutien au travail des patrouilleurs. La Sûreté du Québec a pris toutes les précautions nécessaires afin d'assurer une transition efficace permettant de continuer à bien desservir les citoyens et les citoyennes de la MRC. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Point 2, c'est la première période de questions. Alors, évidemment, pour sûrement une dernière fois, on ne peut pas prendre vos questions séance tenante. Cependant, la période de questions est modifiée par une procédure écrite, donc vous pouvez quand même continuer à nous écrire. Nous allons recevoir vos questions et commentaires et y répondre. Vous pouvez nous rejoindre soit par le formulaire en ligne, qui est disponible sur le site Internet, par courriel, en écrivant à greffe@commercial-ville-de-monts-tremblant.qc.ca ou en nous appelant tout simplement au 819-425-8614 au poste 2315. Procès-verbaux, alors 3.1. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 10 mai tel que déposé. 3.2. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 27 mai dernier, tel que déposé. Madame la greffière, j'aimerais faire une intervention, s'il vous plaît. J'aimerais simplement vous informer qu'à la séance du 27 mai, nous avons adopté par résolution un code de sécurité nautique pour les utilisateurs du lac Duhamel. Et il va sans dire que c'est un code qui fait suite à beaucoup de consultations qui ont été menées par le Conseil régional des Laurentides, le CRE.
Et c'est un code de sécurité nautique qui est mis à l'essai cette année. Et on va voir comment ça va aller. On espère que ça va plaire à la majorité des gens. Merci. Merci. Point 4, le règlement. Alors, 4.1, c'est l'adoption du règlement A63-1, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle afin principalement de favoriser l'achat québécois et canadien, et dont l'objet du règlement est contenu dans son titre. Alors, lors de la séance extraordinaire tenue le 27 mai, M. le conseiller Pierre Labonté a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement et a déposé le projet de règlement. Il est donc proposé et résolu d'adopter le règlement A63-1. Point 5, administration. Le premier point, c'est le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance du Conseil, soit M. Gabriel Gleaton, titre de préposé au parc et espaces verts. C'est un emploi saisonnier à partir du 17 mai 2021. C'est un poste vacant et c'est pour combler un mouvement de personnel. M. Simon Lafontaine, c'est un poste temporaire à titre de préposé au parc et espaces verts à partir du 11 mai 2021. M. Serge Saint-Denis, un poste temporaire journalier chauffeur opérateur à partir du 14 juin 2021 pour 26 semaines, soit la saison estivale. M. Pierre-Alexandre Levert, poste temporaire, journalier chauffeur-opérateur aussi, à partir du 15 juin pour 26 semaines. Mme Karine Boudria, poste temporaire à titre de commis réceptionniste, à partir du 10 mai pour une prolongation jusqu'au retour en poste du personnel. 6.2, remplacement et prolongation de mandat. Alors, le comité du régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Mont-Tremblant est composé de 6 membres votants, dont 3 membres sont désignés par la Ville. Et avec le transfert du directeur du service de police à la Sûreté du Québec, il est proposé et résolu de nommer le directeur du service des ressources humaines en remplacement du directeur du service de police et de le désigner à titre de président du comité de retraite des policiers, et ce, à compter de la date d'intégration de la police municipale à la Sûreté du Québec pour une durée de 3 ans. En même temps, c'est de renouveler les mandats du trésorier du service des finances et la conseillère en ressources humaines à titre de représentant de la Ville au comité de retraite. 6.3, c'est création de postes et nomination à la Cour municipale. Alors, considérant la réorganisation des tâches à la Cour municipale et suite à l'abolition d'un poste de technicienne juridique qui s'est fait il y a environ 2 mois, il est proposé et résolu de créer le poste de commis secrétaire Cour municipale et d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2021-09 CSN avec le syndicat et de procéder à la nomination de Mme Chana Landreville-Poirier à ce poste et ce rétroactivement au 31 mai 2021. 6.4, alors, en vertu de ce qu'on vient de dire, c'est une nomination d'un percepteur des amendes à la Cour municipale. Alors, il est proposé de demander au ministère de la Justice de désigner Mme Chana Landreville, perceptrice des amendes pour la Cour municipale. 6.5, c'est une entente de départ. Il est proposé et résolu d'autoriser, sous réserve du droit d'opposition de Lac-Tremblay-Nord, la transaction à intervenir dans l'entente de fin d'emploi de l'employé portant le numéro 1191 et que les sommes à verser soient payables par les excédents de fonctionnement non affectés de la Ville et de l'agglomération. 6.6, horaire de garde au service des travaux publics. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la lettre d'entente 2021-08 CSN qui concerne l'horaire de garde au service des travaux publics. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2021 au montant de 271 724,83. 7.2, affectation de l'excédent de fonctionnement pour le fonds de criminalité. Il est proposé et résolu d'autoriser l'affectation d'une somme de 147,50 $ de l'excédent de fonctionnement au fonds de la criminalité, représentant 50 des produits de la criminalité de l'année 2020. 7.3, rapport du maire sur les faits saillants de l'agglomération.
Il est proposé, lors de la séance du 10 mai dernier, le Conseil d'agglomération a pris acte du dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre dernier, ainsi que du rapport de l'auditeur indépendant. Alors, il est proposé et résolu de prendre acte du rapport du maire aux citoyens des faits saillants, du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant Amiot Gélina, et qu'il soit diffusé au cours du mois dans le journal L'Info du Nord. Madame la greffière, je vais vous faire part des faits saillants du rapport financier 2020 de l'agglomération de Mont-Tremblant. Chers citoyennes et citoyens, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2020 pour l'agglomération de Mont-Tremblant déposé à la séance du 10 mai dernier, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Tout d'abord, il est encore prématuré de considérer que la pandémie de COVID-19 est derrière nous malgré la vaccination en cours, tout comme il est impossible d'en prévoir les effets à long terme sur l'économie et le tourisme international. Comme l'année dernière, nous avons donc décidé comme élus de faire preuve de prudence et de prévoyance en n'affectant pas la totalité des surplus pour avoir une marge de manœuvre en cas de dépenses imprévues, par exemple pour soutenir des initiatives de relance. Je suis fier de pouvoir affirmer que malgré les nombreuses contraintes imposées par la pandémie, les élus et les équipes municipales ont géré les fonds publics avec rigueur et efficience pour vous offrir un milieu de vie et une qualité de vie exemplaire, comme en témoigne le plus récent indice du bonheur de la firme Léger, en plus de vous donner la meilleure prestation de service au meilleur coût possible. Mes collègues et le personnel ont aussi tout mis en œuvre pour soutenir la population et les commerçants durant cette période difficile et incertaine. Malgré ce contexte particulier, nos résultats financiers sont excellents cette année encore et font foi de notre volonté d'optimiser nos méthodes et nos ressources au bénéfice de la population. Dans les minutes qui suivent, vous pourrez prendre connaissance plus en détail de différentes variations budgétaires par rapport à nos prévisions ainsi que de nombreux projets qui ont été réalisés en 2020. Nous avions alors fait le choix courageux de maintenir la plupart de nos projets d'infrastructure afin de soutenir la relance économique, en plus de tirer bénéfice de la baisse d'achalandage liée à l'absence de touristes internationaux. Or, cette décision s'est avérée la bonne puisque nos projets ont pu être réalisés en minimisant l'impact sur la circulation et les commerces, tout en s'assurant que notre centre-ville soit prêt à accueillir comme jamais pour recevoir tous les nouveaux tous les touristes, après la pandémie. Je vais aller dans les chiffres qui intéressent les gens. L'excédent de fonctionnement ou de surplus, toujours pour l'agglomération, de l'exercice à la fin fiscale est de 2 514 347, dans lesquels est incluse une aide non récurrente du gouvernement provincial de 361 717 visant à compenser les impacts de la pandémie sur les municipalités, toujours pour l'agglo. Voici les faits saillants de l'année 2020. Étude d'opportunité en vue d'assurer la desserte incendie de la Conception et d'autres municipalités de la région de Mont-Tremblant d'ici 2022, ainsi que la mise en place d'une garde de jour en semaine à la caserne 51. C'est la caserne Chemin-Brébeuf. On sait qu'au village, c'est la caserne du village, c'est du 24/7, c'est le jour et le soir. Maintien du transport en commun malgré une baisse d'achalandage due à la pandémie et poursuite de la gratuité pour une première année complète. Implantation du système de localisation WAT 3 Words pour la recherche et le sauvetage. Création d'un poste de directeur adjoint au service de police. L'agglomération de Mont-Tremblant a enregistré des revenus de fonctionnement de 20 793 581, soit 1 123 589 de plus que prévu. Cet écart favorable comprend notamment des revenus additionnels de 569 225 en taxes générées par les 119 millions d'augmentation de la richesse foncière. 713 941 en transfert, dont 343 577 en transport et en commun et 361 717 en subvention COVID-19. En ce qui concerne les dépenses, elles s'établissent à 17 402 633, soit 1 424 607 de moins que prévu. Cet écart favorable comprend la réduction des dépenses dues à la COVID, annulation de plusieurs activités culturelles et sportives,
embauche restreinte de personnel temporaire, réduction de l'offre de services pendant quelques mois au niveau de transport en commun, fermeture temporaire des bibliothèques selon les directives du gouvernement du Québec. De plus, le remboursement capital de la dette à long terme est de 1 301 154 $. Le rapport financier 2020 confirme des investissements de 894 522. Les principaux investissements sont acquisition d'un terrain adjacent au poste de police, installation de feux clignotants pour sécuriser la sortie des véhicules du service d'incendie, acquisition d'une niveleuse et d'un camion d'Iro au service des travaux publics, plans et devis pour la construction d'un toit à la patinoire du parc Daniel-Lauzon. Les états financiers 2020 ont été audités par la société comptable professionnelle agréée Amia Giulino. L'auditeur indépendant a émis une opinion avec réserve dans son rapport. Réserve provenant de la décision de la Ville de Mont-Tremblant de se conformer à l'article 24.1 de la Loi sur l'administration financière, qui énonce que la seule partie d'un transfert pluriannuel qui doit être comptabilisée dans l'année financière du gouvernement est celle qui est exigible aux autorités pour l'Assemblée nationale du Québec, contrairement aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, qui prévoient plutôt la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement et que les critères admissibles sont respectés. À l'exception de cette réserve, l'audit est d'avis que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2020, ainsi que le résultat de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, dettes et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Voilà pour l'agglomération. Je vais faire tantôt celui de la Ville. Il y a plusieurs paragraphes qui vont être sautés parce que c'est récurrent afin de répéter. Merci beaucoup. C'est fini. Merci. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun sujet. Point 9, travaux publics. 9.1, c'est un contrat. Alors, la Ville désire procéder à l'acquisition et la mise en place d'abribus et le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation pour ce projet dont les résultats sont les suivants. Industrie Fabco a soumissionné au montant de 41 780,32 $. Manufacturier Sheltec au montant de 49 915 $. Il est proposé et résolu d'octroyer à Industrie Fabco, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat au montant de 41 782,32 $, conformément au document d'appel d'offres, et que sous réserve du droit d'opposition de Lac-Tremblant-Nord, les dépenses de 15 % assumées par la Ville, soit un montant de 6 267,5 $, soit payables par l'excédent de fonctionnement accumulé de l'agglomération, et qu'un montant équivalent à 85 % de la dépense et représentant un montant de 35 513,27 $ soit remboursé par l'aide financière du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec. Monsieur Charbonneau, est-ce que vous désirez faire une intervention? Oui, j'entendais ton hockey. Je ne voulais pas embarquer par-dessus vous, Mme Lagravière. On annonce aujourd'hui un investissement de 41 780 $ pour 3 abribus. Un abribus sera ajouté sur la rue de Saint-Jovite, devant les cours Saint-Jovite, ainsi qu'un autre à l'intersection du chemin du village et du chemin du lac Mercier. Nous remplacerons aussi l'abribus du chemin des voyageurs devant la station Mont-Tremblant, qui sera 2 fois plus grande que l'abribus actuel, pour mieux répondre à l'achalandage de cet arrêt. Je rappelle que cet investissement sont subventionnés à 85 %. Merci. Merci. 9.2, budget pour signalisation. Alors, suite à la révision du règlement A15 sur la paix publique, la circulation et le stationnement qui implique la modification et l'ajout de signalisation, il est proposé et résolu d'octroyer, sous réserve du droit d'opposition de Lac-Tremblant-Nord, un budget au montant de 21 000 $ payable par les excédents de fonctionnement non affectés de la Ville et de l'agglomération afin d'effectuer l'achat et pour l'acquisition d'un planteur de poteaux de signalisation. 9.3, location d'un immeuble appartenant à la Ville, c'est le 380 rue Siméon.
La Sûreté du Québec a convenu d'installer un poste auxiliaire dans la ville de Mont-Tremblant et le terrain et la bâtisse de l'actuel poste de police répondent à leurs besoins. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du bail pour la location de l'immeuble situé au 380 rue Siméon, pour une durée initiale de 5 ans qui débutera le 21 juin 2021 et pour un loyer annuel de 154 245,96 $. Madame la greffière, juste Oui. dire un petit mot pour dire aux gens que c'est un bail annuel. La Sûreté du Québec va louer notre poste de police, je vais juste dire, pour 155 000 par année, c'est 154 294. Fait que, la bâtisse nous appartient toujours, mais elle est louée à la Sûreté du Québec. Merci. 9.4, vente de biens à la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec souhaite acquérir certains biens meubles utilisés par le service de police de la ville de Mont-Tremblant et a soumis une offre à cet effet. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du protocole d'entente à intervenir avec la Sûreté du Québec pour la vente de biens meubles identifiés aux annexes 1 et 5 de la résolution au prix total de 235 804,53 $, incluant les taxes applicables. Juste dire un petit mot encore, Mme la greffière, pour dire aux gens qu'il y a une partie de ça, que c'est les véhicules qui ont été rachetés, il y a des ivressomètres, il y a de l'équipement informatique, toutes ces choses-là. Mais on peut dire aussi aux gens qu'on a gardé des véhicules, on s'est servi aussi, qu'on a gardé des véhicules de notre service d'incendie. Je pense qu'on avait des Explorers, fait qu'on les a envoyés là-bas. Fait que tout à ça, l'équipement, tous les achats dans le futur vont être faits par la Sûreté du Québec. Merci. 9.5, signalisation traverse de sentiers de vélo de montagne. La Ville souhaite améliorer la sécurité des adeptes de vélo de montagne désirant traverser la montée Ryan à proximité du chemin Calvé afin d'accéder au réseau de sentiers de Deer Mountain. Il est proposé et résolu de formuler une demande officielle auprès du MTQ afin de faire procéder à la mise en place de signalisation indiquant la présence de la traverse de la montée Ryan par le sentier Pin-Est, permettant d'accéder au réseau de sentiers de vélo de montagne du secteur Deer Mountain. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet. Point 11, culture et loisirs. 11.1, demande d'aide financière. Il est proposé et résolu d'autoriser la directrice ou le coordonnateur du service de culture et loisirs à déposer une demande et signer tous les documents afférents à celle-ci auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'appel de projet de développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2021-2022 et de confirmer l'engagement de la Ville à contribuer au projet par l'acquisition de collections pour la bibliothèque pour un montant équivalent à celui de l'aide financière qui pourra être octroyée le cas échéant. 11.2, c'est un contrat. Il est proposé et résolu d'attribuer des gré à gré et sous réserve du droit d'opposition de Lac-Tremblay-Nord à Sécurité X-Guard Inc., un contrat pour la sécurité et la surveillance du parc du Lac-Mercier, de la plage et de l'espace gazonné et du quai municipal afin d'assurer la sécurité des usagers et la surveillance des équipements, et ce au montant total de 21 220 $, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, et d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs à signer pour et au nom de la Ville tout document pour donner effet à la présente. Madame la greffière? Oui. Oui, si vous me permettez juste de complémenter l'information avec notre comité culture et loisirs. Depuis quelques années, la plage du Lac-Mercier est très, très populaire, est très prisée par la population. Donc, énormément de mouvements, d'activités, etc. Et c'est exponentiel. Et depuis quelques années, il est arrivé quelques situations où nos services de sécurité publique ont dû intervenir ou faire des vérifications ou aller à la rencontre de certains usagers qui ne respectaient pas nécessairement les normes. Et donc, malheureusement, notre service ne peut pas être là toujours à toutes les heures de la journée. Donc, afin de s'assurer que ce pôle-là, ce secteur-là de notre ville, où il y a beaucoup de fréquentation et de mouvement, soit toujours un endroit agréable à visiter en famille. Alors, il va y avoir quelqu'un en permanence qui va s'assurer là, que tout se déroule bien sur les abords de la plage, du quai, de l'accès aux bateaux, etc. Donc, cette personne-là va venir aider à notre service de police de s'assurer de la sécurité et des lieux, donc de la plage du Lac-Mercier. Comme eux, ils ne peuvent pas être là 24 heures sur 24, là, et comme ça prend une activité de plus en plus active dans ce secteur-là. Donc, c'est juste pour spécifier, c'est pour le bien-être des utilisateurs. Merci. Merci. Point 12, police, nous n'avons aucun sujet. Point 13, incendie. 13.1, autorisation de budget.
suite à l'ajout de 2 véhicules à la flotte de services de sécurité incendie afin de répondre à ses besoins opérationnels. Il y a lieu d'y apporter des modifications afin de se conformer au guide d'application relatif aux véhicules et accessoires d'intervention à l'intention des services de sécurité incendie. Il est proposé et résolu d'octroyer sous réserve du droit d'opposition de Lac-Tremblay-Nord un budget de 18 000 payant par l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'achat et l'installation des équipements sur les 2 nouveaux véhicules du service de protection incendie. 13.2, c'est une acquisition d'équipements ensemble de stabilisation. L'ensemble de stabilisation utilisé lors de certains événements de désincarcération n'est pas optimal afin d'effectuer une intervention rapide et sécuritaire en raison de son gabarit imposant. Il est proposé et résolu d'octroyer un budget de 13 000 payant par le fonds de roulement et remboursant par le fonds d'administration sur une période de 3 ans, dans le but de permettre l'achat de 2 équipements de stabilisation mieux adaptés aux besoins du service de protection incendie. Point 14, développement économique. 14.1, c'est une nomination. Alors, l'Office de tourisme Région Mont-Tremblant, Inc. a adopté une nouvelle charte du conseil d'administration selon laquelle la Ville doit y nommer 2 représentants. Il est proposé et résolu de nommer M. le conseiller Pascal de Bellefeuille au siège numéro 1 et le directeur stratégique du développement durable et directeur du développement économique, M. Louis-Martin Levac, au siège numéro 2. Nous n'avons aucun point pour le point 15, rapport, non plus pour acceptation de la correspondance. Pas plus pour affaires nouvelles. Nous arrivons en période d'intervention des membres du Conseil. Madame Matt, je crois que vous avez une intervention. Oui. Je suis désolée, je m'excuse. Certains s'inquiètent concernant des coupes d'arbres au parc Daniel-Lauzon. Je veux vous rassurer, il n'est pas question de coupe d'arbres. En réalité, nous travaillons actuellement à l'analyse du site et du système racinaire en vue de l'implantation du parc de planches à roulettes. L'objectif est plutôt de s'assurer de conserver au maximum le milieu naturel environnant, dont les arbres. Soyez rassurés, aucune coupe d'arbres n'est prévue à moins d'une nécessité absolue, par exemple un arbre mort ou malade. Ayant pris connaissance de réserves exprimées par certains citoyens du secteur, la Ville procédera à l'octroi d'un mandat à une firme d'architectes paysagistes pour la préparation d'un plan d'aménagement d'ensemble du parc Daniel-Lauzon. Ce plan inclura les équipements et plateaux sportifs récréatifs existants, ainsi que ceux qui seront ajoutés et pour lesquels le contrat d'aménagement a déjà été accordé. Toit de la patinoire, jeux d'eau et skatepark. De plus, dans le cadre de son mandat, la firme d'architectes paysagistes devra inclure à l'intérieur du plan d'aménagement d'ensemble la planification visant à intégrer un parcours de pump track, l'aménagement d'un muret d'escalade, le remplacement des modules de jeu pour enfants par des modules composés d'éléments plus naturels, ainsi que des recommandations permettant l'amélioration du paysage du site. La Ville ne procédera à aucun nouvel aménagement autre que ceux pour lesquels le contrat a déjà été accordé avant que le plan d'aménagement d'ensemble du parc Daniel-Lauzon ne soit présenté en séance d'information publique, qu'une version finale soit préparée par la firme et approuvée par le conseil municipal, suivant la réception des commentaires du public lors de ces séances. Les dimensions de la dalle du skatepark ont été revisées à la baisse de sorte que la dalle sera située à un minimum de 2 mètres des arbres existants. Aussi, le niveau de la dalle a été revu afin de diminuer la profondeur des excavations. Dans les 2 cas, ces modifications visent à protéger les arbres existants afin d'assurer leur maintien. Aussi, après vérification d'un plan d'aménagement du skatepark, il a été planifié d'installer 7 modules de skatepark sur la dalle. Suite à des demandes, le nombre de modules sera réduit et nous procéderons donc à l'installation de 5 modules plutôt que 7. Ceci étant dit, les modules étant amovibles, le tout pourra être révisé dans le futur. En ce qui concerne la présentation du plan d'aménagement d'ensemble du parc Daniel-Lauzon, il a été convenu avec les élus municipaux que ce plan sera présenté lors d'une séance d'information publique. Nous profiterions de cette occasion afin de présenter au public, lors de cette même réunion, le concept d'un plan d'aménagement et d'amélioration de la plage du Lac-Mercier.
une fois les réflexions du comité de travail complétées et le concept approuvé par le conseil municipal, ainsi que du plan d'aménagement du terrain municipal situé à l'arrière du bureau de poste. Nous prévoyons être en mesure de présenter ces 3 dossiers au public vers la fin de l'été 2021. Merci. Merci. Ceci termine la période de questions du conseil d'agglomération. Nous passons à la deuxième période de questions. Nous avons reçu un commentaire de M. Marc Brunet. Oui, la question se lit comme suit. Il faudrait quelques murs d'entraînement au tennis. Il n'y a nulle part à Tremblant où l'on puisse jouer au handball ou lancer des balles sur un mur. Très populaire au centre-ville de NYC, j'imagine que c'est la ville de New York. C'est bien de se comparer à New York. Ils les ont dans presque tous les parcs. La réponse est M. Brunet. Le commentaire est très bon et la requête sera analysée dans le cadre de la préparation du budget 2022. Pardon. Merci. Nous avons reçu aussi une question de Mme Françoise Régnier. Oui, elle se lit comme suit. Afin de ne pas porter atteinte à la transparence envers les citoyens, le gouvernement recommande les municipalités pour lesquelles l'accès du public à la salle où se tiennent les séances du Conseil est interdit, sont d'ailleurs fortement encouragées à permettre aux citoyens d'assister aux séances autrement qu'en personne, par exemple par visioconférence ou par téléphone. La question, sachant qu'il est facile d'organiser des visioconférences par Zoom, Teams ou autres plateformes et que plusieurs autres villes l'ont fait, pourquoi la Ville n'a-t-elle pas suivi la forte recommandation du gouvernement et ne tient pas les réunions du Conseil sur une plateforme qui permettrait aux citoyens d'assister aux séances autrement qu'en personne? Sachant que la Ville utilise un système de visioconférence à huis clos pour les séances du Conseil, pourquoi la Ville n'a-t-elle pas permis la participation citoyenne sur ce système de visioconférence? Sachant qu'il est très facile d'organiser une visioconférence en ligne et que la Ville l'a fait pour certains de ses services, exemple réunion des usagers, pourquoi la Ville ne met-elle pas en place des visioconférences avec la participation citoyenne pour les prochaines réunions du Conseil? Question 2. Le gouvernement demande aux municipalités de permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. Premièrement, la municipalité est située en zone rouge ou en zone orange. Dans ce cas, la présence du public est interdite. Deuxièmement, la municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Troisièmement, tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020, par exemple en visioconférence ou par téléphone. Question. Sachant que Mont-Tremblant est maintenant en zone orange, passera bientôt, sous nous espérons, en zone jaune, la Ville de Mont-Tremblant s'engage-t-elle à prendre des mesures pour se préparer à accueillir les membres du Conseil et le public dès le passage en zone jaune et de cesser les réunions à huis clos par visioconférence? Par exemple, la Ville pourrait tenir des réunions dans l'atrium ou dans la salle de spectacle ou toute autre salle qui permette une plus grande participation, tout en respectant la distanciation sociale et autres mesures. Pour répondre à Mme Régnier, et comme le maire l'a mentionné en ouverture de séance, alors suite au passage des Laurentides en zone jaune dès aujourd'hui, il nous fera plaisir d'accueillir à nouveau les citoyens lors de la séance du Conseil, et ce, dès la prochaine séance, le tout, bien sûr, en respect des mesures sanitaires en vigueur. Merci. Merci. Nous avons reçu une question aussi de M. Pierre-Patrick Roy par rapport à l'accessibilité de la plage du Lac-Mercier. Alors, je vais vous lire la question et la réponse. Alors, bonjour, je suis le propriétaire d'une boutique de location de vélos dans le secteur village. Je déplore que l'accessibilité à la plage du Lac-Mercier soit impossible à ma clientèle, car la plupart ne sont pas résidents de Mont-Tremblant. Avez-vous une solution? De plus, tous les cyclistes du parc linéaire qui désirent se rafraîchir sont aussi dans la même situation. Sommes-nous une ville touristique? Une autre aberration, le marché au village du samedi. Vous annoncez la poursuite de cette belle idée. Par contre, si une clientèle qui vient de l'extérieur de Tremblant, vous leur dites le message suivant, achetez au marché, regardez comme nous avons une belle plage, maintenant qu'il n'y a plus d'obstruction visuelle, et allez vous baigner ailleurs.
L'activité touristique amène d'importants revenus, qui est très importante pour la région, a permis justement d'offrir cette belle plage. Il n'y a rien qui justifie cette aberration. Avez-vous une solution? Alors, Monsieur Roy, en réponse à vos questions, je vous réfère au communiqué du 28 mai qui mentionne qu'exceptionnellement cet été, la plage sera réservée à la population de Mont-Tremblant, et ce pour pallier à la situation de l'été dernier où la population de Mont-Tremblant n'a pas pu y accéder dû au fort achalandage. Nous invitons à fournir à votre clientèle les options suivantes, soit Domaine Saint-Bernard, le parc-plage du lac Tremblant ou le Beach and Tennis. Encore une fois, cette mesure est exceptionnelle et vise l'été 2021. Alors, ceci termine la période de questions. Nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne soirée tout le monde. Bye, Kim. Bye bye, Kim. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bye. Bye, bonsoir. Alors, nous allons poursuivre avec la séance du conseil municipal. Je vais reprendre les présences. Monsieur le maire Luc Brisebois. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Pour le district numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt, elle est absente. District numéro 7, M. Pierre Labontet. Présent. District numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Merci. À la rouverture de la séance, nous allons adopter l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Nous allons passer par la première période de questions. Point 3, procès-verbaux. 3.1, c'est séance ordinaire du 10 mai dernier. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 mai, tel que déposé. 3.2, séance extraordinaire du 27 mai. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 27 mai, tel que déposé. 3.3, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 juin dernier, tel que déposé. Point 4, les règlements. Alors, les 4 premiers sont des avis de motion qui doivent être donnés et font suite à la consultation publique qui s'est tenue le 7 juin dernier. Le premier 4.1, c'est le règlement 100-36, modifiant le règlement plan d'urbanisme relativement à l'affectation commerciale artérielle. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.2, c'est le règlement 101-27, modifiant le règlement concernant les permis et certificats relativement à diverses dispositions. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. 4.3, c'est le règlement 102-63, modifiant le règlement concernant le zonage relativement à diverses dispositions. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. 4.4, c'est le règlement 104-11, modifiant le règlement concernant la construction relativement à diverses dispositions. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.5, adoption du second projet de règlement 102-63. Alors, il y a eu une modification qui a été apportée depuis l'adoption du projet de règlement qui consiste en la modification du plan de contraintes naturelles. Il est proposé et résolu d'adopter le second projet de règlement 102-63, modifiant le règlement concernant le zonage relativement à diverses dispositions. Madame la greffière. Oui. Pour le point 4.6 et 4.7, j'aimerais tout simplement souligner que je n'ai été présent à aucune présentation, échange, discussion ou prise de décision et que je me retire de ces 2 prochains points. Parfait, merci. Alors, 4.6, c'est adoption du règlement 100-35, pour lequel il n'y a eu aucune modification entre le projet de règlement et le règlement soumis pour adoption. Un avis de motion a été donné par M. le conseiller François Marcoux à la séance extraordinaire du 10 juin dernier.
Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 100-35 modifiant le règlement plan d'urbanisme relativement au plan d'aménagement d'ensemble projet Label. 4.7, c'est pour le projet Label aussi, c'est le 105-6. Alors, celui-ci, il vise à établir les critères d'évaluation. L'autre, le précédent, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est pour faire en sorte que pour ajouter dans le territoire sur lequel il pourra y avoir un plan d'aménagement d'ensemble. Alors, ça, c'était le précédent. Celui-ci, c'est pour établir les critères d'évaluation. C'est pour le projet Label, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné par M. le conseiller François Marcoux à la séance extraordinaire du 10 juin. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 105-6 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble relativement au PAE projet Label. Madame la greffière, j'aimerais intervenir, s'il vous plaît. Oui. Juste simplement pour mentionner, on adopte aujourd'hui 2 règlements concernant le plan d'aménagement d'ensemble du projet Label situé sur l'ancien Golf Label. Évidemment, c'est le début d'un processus pour encadrer un projet sur cette propriété prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La loi prévoit, entre autres, une nouvelle consultation qui sera tenue dans les prochains mois dans le cadre de la modification du règlement de zonage. Vous aurez alors l'occasion de commenter ce projet de règlement qui vise à encadrer le projet soumis par le promoteur. Vos commentaires seront analysés par la suite, ce qui pourrait mener à des ajustements du projet de règlement. Ce projet-là est encore perfectible, pardonnez-moi, et vous pouvez vous prononcer. Ce qui est aussi important de vous dire, c'est que la Ville a demandé au promoteur de tenir des séances de consultation pour expliquer son projet à la population. Le promoteur va donc tenir 3 séances de consultation. Je vous donne les dates et les heures. Les 3 auront lieu au Grand Lodge. La première aura lieu le 18 juin à 17 h, la deuxième le 22 juin à 16 h et la troisième le 23 juin à 16 h également. Nous allons mettre ces informations sur nos plateformes pour nous assurer que vous avez tout en main pour pouvoir y participer. Alors, je vous le répète, à la suite de ces consultations-là, ou le promoteur ou la Ville pourra prendre en considération vos points de vue et amender le projet de règlement. Merci. Merci. 4.8, c'est l'adoption du plan de soutien aux entreprises dans le contexte de la pandémie. La pandémie de la COVID-19 engendre des impacts financiers importants pour certaines entreprises du territoire. Il est proposé et résolu d'adopter le plan de soutien aux entreprises tel que déposé et d'affecter une somme de 300 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté aux fins du programme d'aide. Madame la greffière, j'aimerais compléter. Alors, nous mettons aujourd'hui sur pied un programme d'aide pour les entreprises de Mont-Tremblant, rendu possible grâce aux récentes modifications législatives provinciales. Celui-ci sera doté d'une enveloppe, comme l'a mentionné Claudine, de 300 000 $ afin d'aider la relance de nos entreprises qui ont été affectées par la pandémie en soutenant la mise sur pied d'initiatives concrètes qui engendrent des retombées économiques positives, telles que des investissements, des créations d'emplois, pour garder la pérennité de nos entreprises sur notre territoire. Ces initiatives devront être en cohérence avec notre plan stratégique et mettre de l'avant les principes de développement durable. Un règlement sera adopté prochainement et vous pourrez alors prendre connaissance de l'ensemble du fonctionnement du programme d'aide. Merci. Merci. 4.9, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 185. Alors, ce règlement établit un programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie COVID-19 et l'objet de ce règlement est contenu dans son titre. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et faire le dépôt du projet de règlement. Alors, Dany dépose avec beaucoup de fierté le projet de règlement. Merci. Merci. Point 5, administration. 5.1, dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 5.2, subventions aux commandites. Il est proposé et résolu d'autoriser le versement des subventions suivantes. Société canadienne du cancer, c'est pour le relais pour la vie, l'édition 2021, un montant de 100 $. Et la Fondation Tremblant, c'est le 25e encas annuel, un montant de 700 $. 5.3, participation à un tournoi de golf.
Il est proposé et résolu de désigner M. le maire Luc Brisebois, Mme la conseillère Sylvie Vaillancourt et messieurs les conseillers Pascal de Bellefeuille et Danny Stewart pour représenter la ville et participer au tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant qui se tiendra le 15 septembre au golf Royal Laurentien et d'autoriser le paiement des frais au montant de 740 $, d'autoriser ses membres du conseil à présenter une réclamation pour les remboursements des dépenses sur présentation des pièces justificatives. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Il est proposé et résolu d'affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté les sommes nécessaires pour le nouveau poste de secrétaire au service de l'urbanisme et de confirmer l'embauche de Mme Jessica Labrèche à ce poste et que le Conseil prenne acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance du Conseil. Alors, M. David Lajoie, un poste temporaire préposé à l'écocentre, 2 jours semaine, soit les vendredis et les samedis. M. Jean-François Gauthier, poste régulier, opérateur à l'assainissement des eaux, à compter du 31 mai. M. Jason Ménard, un poste régulier, opérateur à l'assainissement des eaux, à compter du 3 juin. M. Kevin Miro, un poste régulier, inspecteur des bâtiments, à partir du 25 mai. M. Yannick Lecavalier-Rodrigue, poste régulier, agent de sensibilisation en environnement, à compter du 26 mai. Et finalement, Mme Jessica Labrèche, poste régulier, secrétaire service à l'urbanisme, à compter du 7 juin. 6.2, création de postes et nominations. Alors, suite à la réorganisation des tâches au service du développement économique, il est proposé et résolu d'abolir le poste d'adjointe administrative service du développement économique, de créer le poste de coordonnateur au service de développement économique et de procéder à la nomination de Mme Christine Dugas à ce poste et d'autoriser la signature de l'amendement au contrat de travail rétroactivement au 1er janvier 2021. 6.3, il est proposé et résolu de modifier la date d'embauche de M. Normand Brunet en remplaçant la date du 10 mai par celle du 19 mai dans la résolution portant le numéro CM2104-154. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai au montant de 465 109 $51. Madame la greffière, j'aimerais juste faire une petite précision également. Le montant est beaucoup plus élevé qu'à l'habitude, mais il faut juste tenir compte qu'on a notre deuxième versement de la MRC de 236 280,21. Merci. Merci. 7.2, affectation de l'excédent de fonctionnement. Les résultats de l'année financière 2020 ont démontré un excédent de fonctionnement exceptionnellement élevé de 7 192 717. Il est proposé et résolu d'autoriser l'affectation à même l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 5 000 $ répartis comme suit. Alors, est-ce que j'ai dit 5 000 $? 5 millions, 5 000. 5 millions, je m'excuse, il manquait une coupe de zéro. Donc, réserve financière à des fins environnementales, 1 million. Réserve financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles, 3 millions. Excédent de fonctionnement affecté pour des projets liés à la santé publique, 1 million de $. Juste dire un petit mot, Madame la greffière. Je sais qu'à 5 millions, je pense que ça vaut la peine de dire un petit mot. Je pense qu'il faut dire aux gens, quand on fait des réserves comme ça, on le voit souvent là, dans nos futurs projets, tout ça, quand on affecte des sous à des réserves, comme on a mis 3 millions en réserves sportives, éducatives, récréatives et culturelles présentement, bien, souvent, quand vous voyez que le projet est payé par la réserve, bien, ça n'a aucune imputabilité sur votre compte de taxes. C'est payé à même la réserve. Puis aussi, ce qui arrive, quand tu affectes des sous comme ça, bien, tu as moins de surplus, c'est plus facile pour aller chercher des subventions. Fait que vous voyez qu'on a mis 1 million aussi en environnement. Puis pour le conseil, c'est très important. L'an passé, on avait mis 250 000, mais là, on a mis 1 million. Fait qu'il y a des gestes concrets qui vont se faire à travers les lacs, nos paysages, toutes ces choses-là pour protéger notre environnement. Je pense que l'environnement tient bien très, très à cœur au niveau du conseil. Puis on a mis 1 million, on a affecté 1 million au niveau santé. Je pense qu'à Mont-Tremblant, on a travaillé fort présentement sur l'éducation, puis il va falloir travailler fort maintenant pour la santé. On a réalisé qu'on a tout à Mont-Tremblant, sauf quand il est venu le temps de se faire vacciner. Les 2 endroits, c'était Sainte-Agathe ou Rivière-Rouge.
Fait qu'on va essayer de faciliter l'intégration de certains services au niveau de santé, comme on a fait pour le cégep. C'est pour ça qu'on a affecté 1 million pour des projets au niveau santé. Fait que c'était juste pour le dire aux gens, ça valait la peine de faire une petite intervention de 5 minutes, qu'ils comprennent où vont leur argent, puis que tout ce qu'on fait là, en les affectant aucun impact quand vous entendez parler d'un projet sur votre compte de taxes. Merci. Merci. 7.3, affectation de l'excédent de fonctionnement à différentes réserves. Il est proposé et résolu d'autoriser l'affectation à même l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant total de 220 647,86 répartis entre les différentes réserves d'aqueduc et d'égouts des secteurs Saint-Jovite et Mont-Tremblant et de la réserve des matières résiduelles. 7.4, rapport du maire sur les faits saillants. Alors, lors de la séance du 10 mai dernier, le conseil municipal a pris acte du dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre dernier, ainsi que du rapport de l'auditeur indépendant. Il est proposé et résolu de prendre acte du rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant Amiot Gélina, et qu'il soit diffusé au cours du mois dans le journal L'Info du Nord. Madame la greffière, je vais faire part des faits saillants du rapport du maire 2020 pour la ville de Mont-Tremblant. Je vais vous présenter, comme je vous disais, les faits saillants pour la ville de Mont-Tremblant. Ça a été déposé le 10 mai dernier conformément aux dispositions de l'article 105.2.2. Je vais vous faire grâce d'un paquet de paragraphes qu'on a lus tantôt. Puis je vais vous amener tout de suite au vif du sujet, parce que c'est les mêmes paragraphes qu'on a lus en agglomération. Je vais aller à l'excédent de fonctionnement, où le surplus de l'exercice de la fin fiscale est de 7 192 717 $, dans lesquels est incluse une aide non récurrente du gouvernement provincial de 1 257 891, visant à compenser les impacts de la pandémie sur les municipalités. Vous savez, on a fait beaucoup de choses avec ça. La ville de Mont-Tremblant affectera ainsi ce surplus en 2021, c'est ce que je viens de vous expliquer il y a quelques minutes. 1 million sur une réserve financière à des fins environnementales, 3 millions de réserves financières à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles, ce qu'on a vu aussi tantôt qu'on va appliquer sur le centre sportif. 1 million d'excédents de fonctionnement affectés à la santé pour favoriser l'intégration de la santé dans la région, comme on a fait avec l'éducation pour le cégep et ces choses-là. Voici les faits saillants de l'année 2020. Déploiement du jardin céleste à l'espace public. Finalisation de la cartographie des milieux humides, disponible en ligne présentement. Le programme de terrasse des rues et autres mesures d'aide aux commerçants, exemple le doublon, ces choses-là, vous savez, le doublon célébré. Acquisition d'équipements et initiatives pour encourager le respect des mesures sanitaires, tant dans les bureaux municipaux que sur le territoire. Mise en chantier d'un plan d'adaptation au changement climatique. Entente avec le CDE et la MRC de Laurentides pour l'embauche d'une conseillère en développement économique dédiée à Mont-Tremblant. Déploiement de la plateforme d'activité Anime ta bulle pour divertir la population pendant le confinement. Des offres de cinéparc gratuits et des spectacles en mode cinéparc. Mise sur pied ponctuelle d'une collecte de gros rebuts. Mise sur pied d'un bureau de citoyens. La ville de Mont-Tremblant a enregistré des revenus de fonctionnement de 30 740 283, soit 4 210 702 de plus que les revenus prévus, notamment à raison d'un marché immobilier particulièrement actif. Ça, je pense qu'on ne vous apprend pas de nouvelles. Cet écart favorable comprend notamment des revenus additionnels de 678 877 en taxes générées par les 114 millions d'augmentation de la richesse foncière, 2 661 211 en droits de mutation, 1 257 891 en subventions COVID-19. Les dépenses s'établissent à 21 940 483, soit 2 415 440 de moins que prévu. Cet écart favorable comprend la réduction des dépenses dues à la COVID-19. Il y a aussi eu beaucoup d'annulations d'activités culturelles et sportives, dont les 2 événements Ironman, embauche restreinte de personnel temporaire, fermeture temporaire du complexe aquatique, de l'aréna, des plateaux sportifs, du centre culturel, selon les directives, évidemment, du gouvernement du Québec. De plus, le remboursement capital de la dette à long terme est de 2 474 721. Le rapport financier confirme des investissements de 10 944 258,
dont les principaux sont plans et devis, surveillance des travaux du nouveau centre collégial Mont-Tremblant, préparation des plans et devis du centre sportif et prolongement de la rue Cadieux, aménagement de l'espace public et ses abords, remplacement des luminaires au centre-ville et rue Charbonneau, acquisition des structures d'exposition extérieure pour l'espace public, poursuite des travaux de la mise en place d'égouts séparatifs au centre-ville. Vous savez, ça a été la rue Charbonneau avec, si je ne me trompe pas, Lauzon puis Van Justin. Puis ça va continuer l'an prochain. Construction de nouvelles pistes à vélo de montagne, signature et consolidation d'un réseau. Acquisition d'un parc d'affaires durable afin de favoriser la diversification économique. C'est la rue Siméon. Réaffectation et pavage de rue, on a mis 1,7 million. Nouvel accès et mise à l'eau de la rivière de la Diable sur la montée Rayune. Mise à niveau de la salle de spectacle. Bien, je pense que ça va comprendre l'ascenseur qui va se faire cette année. Ça a été budgété, le revêtement, ces choses-là. La mise à niveau du barrage du lac Bobby. Puis là, bien, je vous fais grâce de tout ce qui est la portion. C'est tout pour l'auditeur et tous les règlements au niveau du gouvernement parce qu'on les a lus tantôt. Je vous remercie. Merci, Mme la secrétaire. Alors, ceci met fin à la section gestion financière. Nous allons dans la section urbanisme, point 8. 8.1, dépôt du rapport du CCU. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport du Comité consultatif d'urbanisme concernant la réunion du 17 mai 2021. 8.2, demande de dérogation mineure pour lesquelles un avis public est paru dans le journal de l'Info du Nord le 26 mai dernier. Alors, 8.2.1, ça concerne la demande de numéro 138, revêtement extérieur au 159 Côte-Commandant. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 04-080 du CCU. Il est proposé et résolu de refuser cette dérogation mineure, compte tenu que durant la construction, il n'y a eu aucune vérification par le propriétaire à savoir si les panneaux métalliques préfabriqués étaient conformes à la réglementation et que le propriétaire n'a pas suivi les plans du permis approuvé. Madame la greffière, je veux juste noter que je me suis retirée des décisions et des discussions sur le prochain point. Parfait, merci. 8.2.2, demande de 169, réduction de la largeur du terrain, chemin du village. Un commentaire a été reçu. Oui. Alors, un commentaire de Mme Françoise Régnier. Cette demande devrait être refusée car la largeur demandée est de 65% inférieure à la norme en vigueur. La réponse, il s'agit d'un futur projet intégré pour lequel le promoteur désire construire une première maison avant de soumettre la planification de l'ensemble de son projet et construire son chemin d'accès. Le Conseil souhaite considérer et approuver l'ensemble du projet avant d'accorder une dérogation mineure permettant la construction d'une maison. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro CCU 21-05-105. Merci. Alors, il est proposé et résolu de refuser cette dérogation mineure compte tenu que le Conseil souhaite se prononcer sur l'ensemble de ce projet de développement et non uniquement sur la construction d'une résidence. 8.2.3, c'est la demande numéro 173, augmentation de la superficie au sol d'un garage isolé pour le 35 chemin de la Paix. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0506 du CCU. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.4, demande 174, largeur d'un garage et implantation d'une remise en cour avant pour le 135 chemin des Hauts-Boisés. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0507 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser les dérogations mineures conditionnellement à la conservation d'une bande boisée le long de la marge avant afin de cacher les bâtiments accessoires. 8.2.5 est la demande 176, implantation en cour avant, chemin du Chasseur. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation numéro 0508 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.6, la demande 177, réduction du pourcentage d'espace naturel Montétassé.
Un commentaire a été reçu. Oui, ici, c'est le commentaire de Mme Régnier. La Ville devra s'assurer que la renaturalisation est réelle et inclut des arbustes et des arbres matures. Alors, la réponse, la notion d'espace naturel comprend les trois strates de végétation, soit les arbres, les arbustes et l'herbacée. Des inspections sont toujours prévues suite à la réalisation des constructions et l'état de la renaturalisation est alors vérifié. Alors, le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0509 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu de refuser cette dérogation mineure, compte tenu que les travaux ont débuté sans permis ni autorisation et que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme interdit alors l'autorisation d'une dérogation mineure. 8.2.7, demande 178, diminution des marges et augmentation de la hauteur de superficie pour le 131-135 impasse de l'Aurore. Un commentaire a été reçu. Oui, ici, c'est le commentaire de Mme Régnier. Cette résidence est à proximité du lac Mercier, qui est un secteur fragile au niveau environnemental. Les demandes ne sont pas mineures puisque la marge latérale demandée est de 27 % plus petite et que la superficie demandée est de 63 % supérieure aux normes en vigueur. Le Conseil devrait refuser cette demande. Alors, la réponse, puisque le garage sera construit au même endroit qu'un des deux chalets qui seront démolis, que le voisin est également propriétaire de ce terrain et qu'il regroupera cette propriété avec le terrain de sa maison, nous sommes d'accord avec ces demandes, à l'exception de celles qui visent à avoir un garage plus grand que la norme. Alors, le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0510 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser en partie ces dérogations mineures telles que décrites au certificat de localisation, soit d'accepter l'implantation ou la hauteur du garage et de refuser que la superficie du garage ait plus de 65 mètres carrés, car le demandeur n'a pas suffisamment démontré que le règlement lui causerait un préjudice sérieux. 8.2.8, demande 179, c'est diminution du pourcentage de la façade commerciale pour le 617 rue Labelle. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0511 du CCU. Il est proposé et résolu pour la Ville d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.9, demande 182, qui est pour une diminution de zone tampon d'un cours d'eau au 179 chemin Auré-des-Lacs. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0512 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu de refuser cette dérogation mineure, compte tenu que l'application de la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux aux requérants et que les membres du Conseil jugent que la protection du bassin versant du lac Mercier est plus importante. 8.2.10, demande numéro 186, aire de stationnement et thermopompe en cours avant pour le 111-117 chemin des Légendes. Madame la greffière, juste noter mon retrait de ce point. Merci. Merci. Alors, des commentaires ont été reçus. Oui, un commentaire de Mme Régnier. Le constructeur aurait dû respecter les règlements en vigueur avant, lors de la construction et l'installation de ces éléments. Le Conseil devrait refuser cette demande de régularisation et demander au propriétaire de se conformer à la réglementation en vigueur. Le Conseil ne peut pas ainsi cautionner les propriétaires et entrepreneurs qui passent outre les règlements en vigueur et demandent ensuite de régularisation. Alors, la réponse est, il s'agit d'un lot d'angles transversal où il existe 3 cours avant. Malgré que les équipements soient en cours avant, ils ne sont pas visibles du chemin. Nous avons aussi eu un commentaire de M. Martin Labrec. Relativement à cette demande, les 3 thermopompes, qui me semblent davantage à l'arrière de la propriété qu'à l'avant, mais bon, sont à distance des maisons et des écrans de protection visuelle.
ont été envisagés pour les dissimuler davantage. Avec le temps, les arbustes grandiront et la nature fera son œuvre. De plus, difficile de le mettre à un autre endroit plus approprié, aucun commentaire ici. Par contre, je suis contre le fait de régulariser l'implantation de l'aire de stationnement dans l'état actuel. La phase 4 du Havre des légendes bénéficie des mêmes aires de stationnement que les autres phases du développement des légendes et de Story Places. Le stationnement supplémentaire est utilisé l'été et l'hiver par diverses personnes qui viennent y garer leur voiture pour accéder à la montagne, ce qui en fait de facto un stationnement public malgré la pancarte qui stipule que le stationnement est privé. Durant la pandémie, les locataires des unités 111-117 y stationnaient leurs voitures pour contrevenir à la réglementation régissant le nombre de ménages par résidence. Tremblant-Iglesium, il laisse 2 voitures stationnées la plupart du temps. J'ignore la raison de l'existence du stationnement, mais s'il doit obligatoirement requis de la montagne ou des autorités, son accès devrait être contrôlé comme celui de la chapelle à la base de la montagne, par exemple avec une chaîne qui bloque l'accès aux véhicules non autorisés. Il ne devrait pas représenter une manière de contourner les règles municipales ou autres qui interdisent le stationnement dans le secteur. La réponse, ce stationnement comporte une servitude permettant à des voisins de s'y stationner pour donner un accès aux pistes de ski. La gestion de ce stationnement étant privée, c'est la responsabilité de son propriétaire et des bénéficiaires de la servitude d'en contrôler l'accès. Alors, le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0513 du CCU pour cette demande. Alors, il est proposé et résolu pour la Ville d'autoriser ces dérogations mineures. 8.2.11, c'est la demande de 190, augmentation de la hauteur et de la superficie d'un garage isolé pour le 200 chemin Auvillan. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0514 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures. 8.2.12, c'est la demande numéro 191, diminution de superficie et marge, chemin 3 Chênes. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0515 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu de refuser cette dérogation mineure compte tenu que l'application de la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux aux requérants. 8.2.13, la demande 192, diminution de marge latérale au 205 chemin Claude-Lefebvre. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0516 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser la dérogation mineure. 8.2.14, demande 193, de revêtement extérieur au 160 chemin des Palissades. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0517 du CCU. Et pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.3, PIA. 8.3.1, demande de 136 pour des travaux de construction d'une nouvelle habitation multilogement au 2232 chemin du village, assujetti au PIA 05, tronçon de transition villageois-villégiature. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0518. Il est proposé et résolu pour la Ville d'approuver ces plans. 8.3.2, demande de 172 pour des travaux d'agrandissement et l'ajout d'une rampe d'accès en cour avant pour le 509 rue Labelle, assujetti au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0520 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans à la condition et exigence énumérée à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. 8.3.3, demande 180 pour des travaux de rénovation au 657 rue Limoges, assujetti au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 0521 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu de refuser ces plans
compte tenu que le projet doit respecter davantage les critères prévus au PIA pour une meilleure harmonie avec son milieu bâti. 8.3.4, demande 181 pour des travaux de rénovation extérieure qui consistent en la modification de la couleur du bâtiment et l'installation d'une enseigne rattachée pour annoncer le 80 Nord, épicerie de quartier située au 999 rue Labelle, assujetti au PIA 11, site du patrimoine Biti des Pins et noyau patrimonial. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation 05-123 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes, soit que le lettrage épicerie de quartier soit retiré puisque le changement réglementaire n'a pas encore été approuvé. Le dépôt d'une garantie financière équivalent à 2 % de la valeur du projet, soit un minimum de 500 $ jusqu'à un maximum de 10 000 $. 8.4, alors c'est enrichissement de la banque de toponymes, c'est un contrat. Il est proposé et résolu d'octroyer à Mme Danielle Soucy, historienne, recherchiste, rédactrice et auteure, le contrat pour soumettre à la Ville 25 à 30 nouveaux toponymes liés à l'histoire, à la tradition orale ou au patrimoine de la Ville en vue d'intégrer ces propositions à la banque de toponymes au montant de 3 900 $. 8.5, identification de donymes pour de nouvelles allées d'accès. Considérant la nécessité de nommer les nouvelles allées d'accès qui seront aménagées pour desservir un projet intégré d'habitation localisé de part et d'autre du chemin des 4 sommets et que les propositions du promoteur s'inscrivent dans la thématique du projet domiciliaire qui réfère à la philosophie de vie suédoise caractérisée par des choix justes, équilibrés, éthiques et respectueux de l'environnement. Il est proposé et résolu de nommer les allées d'accès projetées l'allée de la liberté, l'allée de la vitalité et l'allée de la simplicité. 8.6, demande de l'hôtel Quintessence. Alors, l'hôtel Quintessence est lié par une servitude en faveur de la Ville, limitant l'utilisation de son quai sur le lac Tremblant à 1 bateau et qu'elle désire modifier ce nombre à 2 et offrir la possibilité d'amarrer temporairement 6 autres bateaux. Considérant que la Ville ne désire pas cautionner une augmentation du trafic maritime au-dessus de sa prise d'eau potable, il est proposé et résolu de refuser cette demande. Point 9, travaux publics. 9.1, autorisation de dépenses. Il est proposé et résolu d'octroyer un budget au montant de 6 892,75 payable par la réserve d'eau potable du secteur centre-ville pour les travaux de réparation d'une pompe d'eau brute à l'usine Saint-Roch. 9.2, autorisation de dépenses. Il est proposé et résolu d'octroyer un budget au montant de 5 070 $ payable par la réserve d'égout du secteur Station Mont-Tremblant afin d'effectuer les travaux de remplacement des câbles électriques souterrains alimentant les pompes de la station de pompage des Serres. 9.3, retrait de sédiments. Alors, c'est une demande d'autorisation. La Ville doit procéder à des travaux de retrait des sédiments provenant de l'égout pluvial du secteur village qui se sont accumulés en rive du lac Moore au fil des années et au retrait de sédiments qui se sont accumulés par emportement à proximité de l'exutoire du ruisseau Clair vers la rivière du Diable. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service du génie à déposer pour et nom de la Ville les demandes de certificats d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les projets de retrait par pompage des sédiments à l'intérieur du lac Moore et de la rivière du Diable, et d'autoriser le directeur du service génie à formuler pour et au nom de la Ville toute autre demande d'autorisation ou permis pouvant être requis afin de réaliser ces travaux. 9.4, acceptation provisoire des travaux. Pour les travaux de prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires, la construction d'une station de pompage et la mise aux normes d'une partie du chemin des 4 sommets. Il est proposé et résolu d'accepter les travaux de niveau 2 réalisés pour le projet en bois, d'autoriser le service des travaux publics à retourner les lettres de garantie bancaire dès la réception d'une garantie d'entretien au montant de 275 392,50 et que cette remise soit effectuée sous réserve de l'émission par l'entrepreneur d'une déclaration statutaire habituelle. 9.5, mandat à l'UMQ. La Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom
et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d'achat de 4 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, et que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour ses activités des années 2022, 2023 et 2024. Il est proposé et résolu que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer le document d'appel d'offres, qu'elle confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions et qu'elle s'engage à respecter les termes et conditions du contrat. Point 10, environnement. 10.1, demande d'intégration au service des collectes municipales. Il est proposé et résolu d'autoriser la collecte municipale des matières résiduelles pour le projet intégré, projet du domaine Le CEP, soit 10 unités d'occupation résidentielle, collecte par conteneur. Point 11, culture et loisirs. 11.1, c'est une entente. Considérant qu'il y a lieu d'égayer l'espace public et sa patinoire extérieure par l'installation de 5 sphères lumineuses avec un théâtre d'ombre dans 2 d'entre elles pour la période des fêtes, il est proposé et résolu d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec Lucion Media Inc. pour la conception, la réalisation et l'entretien d'une installation originale intitulée Patiner du 19 novembre au 31 décembre 2021 inclusivement pour un montant de 29 285 $. 11.2, c'est un contrat. La Ville désire procéder au développement du réseau de vélos de montagne secteur Deer Mountain et le service de culture et loisirs a procédé à un appel d'offres public et qu'une seule soumission a été reçue. Il est proposé et résolu d'octroyer à Enviroforêt Inc., le seul soumissionnaire et conforme, le contrat au montant de 173 950 $, payant par le fonds de parc, le tout conformément au document d'appel d'offres. 11.3, un autre contrat. Alors, la Ville désire procéder à des travaux d'aménagement pour le refuge Forget et le service culture et loisirs a procédé à une demande de prix auprès de 6 entreprises et qu'une seule proposition a été reçue. Il est proposé et résolu d'octroyer à Tremblex le contrat au montant de 21 500 $ conformément à la demande de prix. 11.4, c'est travaux de revitalisation et d'aménagement. La Ville désire procéder à des travaux de revitalisation et d'aménagement de petites zones d'habileté adjacentes au sentier Pin-Est et que le service de culture et des loisirs a procédé à une demande de prix auprès de 3 entreprises et qu'une seule proposition a été reçue. Il est proposé et résolu d'octroyer à Enviroforêt Inc. le contrat au montant de 27 500 $ conformément à la demande de prix. 11.5, autorisation d'événements. Il est proposé et résolu d'autoriser les événements suivants. Cinéma plein air organisé par la Ville de Mont-Tremblant. Alors, les dates sont le 18 juin, les 9 et 30 juillet et 18 et 28 août. Et ça aura lieu au Parc au fil de l'eau. Aussi, Cinéparc organisé par la Ville de Mont-Tremblant le 25 juin 2021 de 18h à minuit à l'aéroport Wheeler. Et marché d'été organisé par la Ville de Mont-Tremblant tous les samedis du 19 juin au 11 septembre de 9h à 13h dans le stationnement à l'arrière du 1875 chemin du village. 11.6, événements sportifs Mont-Tremblant. Considérant le contexte de pandémie actuelle de COVID-19 forçant l'annulation des activités Ironman en juin et qu'événements sportifs Mont-Tremblant souhaite maintenir son lien avec la communauté et propose à la Ville de bonifier l'expérience des participants lors de la fête nationale et d'un cinéparc québécois. Il est proposé et résolu d'affecter une somme totale de 45 780 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté par l'attribution de gré à événements sportifs Mont-Tremblant des contrats suivants. Alors, le premier, c'est diffusion style cinéparc des films le 25 juin en soirée pour un montant maximal de 12 180 $. Et le second, c'est production de l'événement de la Fête nationale régionale le 23 juin et de la présentation en direct d'un grand spectacle de la Fête nationale le 24 juin en soirée pour un montant maximal de 35 100 $, dont un montant de 15 000 $ sera payant par la subvention reçue de la Société nationale des Québécois et Québécoises. 11.7.
La Ville a adopté une résolution au mois de décembre afin de modifier les servitudes en sa faveur pour déplacer les sentiers situés sur le projet en bois. Considérant que la portion du sentier La Petite Crisse traversant la propriété de Verbier-Tremblant a été annulée par résolution du Conseil, il est proposé et résolu de modifier la résolution adoptée au mois de décembre et portant le numéro 638 afin que le deuxième paragraphe du résolu soit de renoncer à la servitude pour le sentier La Petite Crisse et que tous les frais relatifs au déplacement et à l'annulation de ces servitudes soient assumés par Ambois Inc. 11.8, surveillance à l'îlot sportif Éric Gay, contrat. Considérant que la Ville désire s'assurer de la sécurité des usagers et de celle des équipements municipaux et qu'à cette fin, le service Culture et Loisirs a effectué une demande de prix auprès de 4 fournisseurs et qu'une seule proposition a été reçue, il est proposé et résolu d'attribuer à Sécurité X-Guard le contrat pour la surveillance à l'îlot sportif Éric Gay au montant de 46 435 $ payable par l'excédent de fonctionnement non affecté et d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs à signer pour et au nom de la Ville tout document pour donner effet à la présente. Madame la greffière, j'aimerais faire une petite intervention. Un peu comme Pascal l'a mentionné en agglomération là, pour la surveillance du parc du Lac-Mercier et du quai municipal. Donc, la Ville vient faire la même chose avec son îlot sportif Éric Gay et vient se doter, dans le fond, d'un surveillant supplémentaire pour venir éviter les attroupements illégaux, mais surtout qui dérangent dans ces îlots-là et assurer la sécurité de tous. Donc, voilà, petit renseignement complémentaire. Merci. Merci. 11.9, transport par autobus. Il est proposé et résolu d'octroyer à Autobus Le Promeneur Inc. le contrat au montant de 13 000 $ pour la période du 28 juin au 20 août. C'est pour le transport journalier matin et soir des enfants du camp de jour. 11.10, entretien ménager des locaux pour le camp de jour. Alors, la Ville doit assurer les frais d'entretien ménager des locaux utilisés par le camp de jour et le service de culture et des loisirs a procédé à une demande de prix auprès de 3 fournisseurs et reçu 2 propositions dont les résultats sont les suivants. Entretien Mana, 12 000 $ et Vivaction, 17 900 $. Il est proposé et résolu d'octroyer Entretien Mana Inc. le contrat d'entretien ménager des locaux utilisés par le camp de jour au montant de 12 000 $ pour la période du 28 juin au 20 août 2021 et d'y affecter une somme de 5 100 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Point 12, incendie, nous n'avons rien. Point 13, non plus. 14, développement économique. 14.1, c'est entente 2021 avec l'Association de villégiature Tremblant. La situation de pandémie COVID-19 perdure et a un impact majeur sur la situation économique des restaurateurs situés au centre de villégiature Tremblant. Considérant leurs difficultés à défrayer les coûts associés au démantèlement, à l'entreposage hivernal et au réaménagement de leurs terrasses, il est proposé et résolu d'autoriser la signature par le directeur stratégique du développement durable du territoire de l'entente à intervenir avec l'Association de villégiature Tremblant pour le versement d'une subvention d'une somme maximale de 10 000 $, soit un montant maximal de 950 $ par entreprise. Point 15, rapport, nous n'avons rien. Acceptation de la correspondance non plus. Affaires nouvelles. Nous arrivons à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci, Madame la greffière. J'avais fermé mon micro. Lors de la dernière séance extraordinaire, nous avons octroyé le mandat de construction du futur centre sportif attenant au nouveau bâtiment permanent du centre collégial. Ce centre bonifiera les installations sportives offertes à l'ensemble de la population et de la région, et notamment aux étudiants du centre collégial. Les travaux de construction commenceront en juillet prochain, se terminer en juillet 2022. Nous sommes très fiers de voir ce projet se concrétiser et je tiens d'ailleurs à souligner la contribution des gouvernements provincial et fédéral qui ont contribué à la hauteur de près de 2,2 millions chacun, c'est pas rien. La part assumée par Mont-Tremblant, soit 7 millions, est payée par la réserve foncière sportive, éducative et culturelle. C'est un beau projet qui va voir le jour d'ici 1 an. Merci.
Merci. Monsieur François Marcoux, je vous laisse la parole. Merci. Au sujet de consultations publiques que nous avons tenues récemment concernant l'environnement et aussi la politique sur la gestion des accès au plan d'eau, nous avons récemment mené 2 consultations. La première sur le plan d'action en environnement, on a eu 476 répondants, ce qui démontre bien là, que nos citoyens sont aussi préoccupés par l'environnement ou aussi à cœur l'environnement que le Conseil. Et le plan d'action sur l'environnement est attendu à la fin de l'été. La deuxième consultation sur la politique de gestion des accès au plan d'eau a eu près de 498 réponses. Et juste pour préciser, la politique actuelle date de 2010. Donc, cette consultation-là, ce sondage-là va permettre de mettre à jour notre politique sur les accès au plan d'eau. Et ça a été présenté d'ailleurs au Comité des lacs où il y a 3 citoyens la semaine passée. Et la politique sera soumise au Conseil dans les meilleurs délais pour entrer en vigueur prochainement. Merci. On est heureux de constater, oui, l'extraordinaire, participation de notre population à ces 2 consultations. Merci. Merci. Madame Matt? Oui. Un nouvel accès cannotable est maintenant accessible sur la montée Ryan à l'angle du chemin Clément. Celui-ci offre du stationnement, une aire de virage ainsi qu'un accès simple et sécuritaire à la rivière du Diable où une plateforme flottante permet une mise à l'eau des embarcations facile et agréable. En plus du fait qu'il sera assurément apprécié des usagers de la rivière, nous avons bon espoir qu'il nous permettra d'apaiser certains conflits d'usage liés à la mise à l'eau d'embarcations dans d'autres secteurs. Merci. Merci. Monsieur Pascal de Bellefeuille? Oui. Alors, bien, le Conseil et l'équipe de la Ville, en fait, on est très, très heureux de vous offrir une fête nationale très colorée avec Steve Provost et Radio le 23 juin prochain à l'ancien aéroport de Grey Rocks, en fait, sur la rue Labelle, coin du rang 8. Donc, il y aura la formule aussi Cinéparc. Le 24 juin, nous allons présenter la diffusion en direct du grand spectacle de la Fête nationale. Et puis le 25, eh bien, on va offrir un cinéparc. La première partie sera un film québécois pour enfants et la deuxième partie sera aussi un film québécois avec la déesse des mouches à feu. Alors, les 3 événements sont gratuits. On vous invite à vous inscrire. Il faut réserver des billets, évidemment. C'est en formule voiture, donc cinéparc. On fera l'entrée par le rang 8. Donc, on vous invite à aller voir sur le site de la Ville à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/fête nationale. Alors, ça, c'est pour tout ce qui entoure les fêtes nationales. Et l'autre excellente nouvelle dans le pôle villageois où Mélanie, ma collègue, est conseillère, et bien évidemment, c'est le marché d'été. Vous savez que dans la dernière année, plus que jamais, il est important d'avoir une proximité avec les aliments frais. Cette autonomie alimentaire est très importante. Et Daphné, qui est à Culture et Loisirs, nous a créé tout un marché renouvelé aux abords du lac Mercier, à l'édifice Félix-Calvé, dans le cœur villageois. Il va y avoir toute une panoplie de nouveaux exposants très intéressants et des artisans reliés à l'art culinaire, donc des planches de bois, etc., donc, qui vont faire le plaisir de tous les gourmands et gourmets de notre ville. Alors, on vous invite, ça commence ce samedi. Nous allons avoir la trentaine de producteurs et transformateurs et ça va être de 9h à 13h tous les samedis, et ça jusqu'au 11 septembre, beau temps, mauvais temps. Alors voilà, un marché renouvelé pour vous tous, on vous y invite en grand nombre. Merci. Monsieur Marcoux? Oui, tout l'été et jusqu'au 30 septembre, vous pourrez visiter l'exposition en réalité augmentée d'Ugo Monticone intitulée « Tracé de voyage ». L'exposition se déploie sur 2 sites, à l'extérieur à l'espace public, ainsi qu'à la salle Alphonse Desjardins. Téléchargez l'application Artivive pour en profiter pleinement. Merci. Et finalement, M. Stewart? Les jets d'eau de l'espace public sont maintenant en opération. Je vous invite particulièrement à venir les voir, et surtout le soir alors qu'ils sont illuminés. Il suffit de toucher la pastille pour les activer. Ceux-ci s'ajoutent aux 2 jeux d'eau déjà présents à travers la ville, ainsi qu'au futur jeu d'eau qui sera au parc Daniel Lauzon, dont les travaux de construction seront terminés cet automne.
Attirer et retenir les familles fait partie des orientations de notre plan stratégique et nous savons que les jeux d'eau sont particulièrement appréciés par les jeunes. C'est un superbe complément aux plages du territoire ainsi qu'aux complexes aquatiques pour s'amuser dans l'eau et se rafraîchir par temps chaud. Alors, au nom de tout le conseil, nous souhaitons un très bel été. Merci. Merci. Alors, nous passons à la deuxième période de questions. Nous avons reçu une question de M. Jérémy Ménécès. Oui, la question faisant suite au point 8.10 de la séance de mai, demande d'occupation permanente du domaine public à l'abordage. L'occupation permanente de l'entreprise de l'abordage, il s'agit de quel type d'équipement de cette entreprise et où serait l'occupation de cette entreprise? Occupation de une de leurs boutiques, structures mobiles, inclut les embarcations avec un point d'interrogation. Quel lot et quel domaine public? Merci de revenir avec la réponse et plus de détails. Et une seconde question par rapport à ce sujet de M. Denis Landreville. Oui, à la séance du 10 mai 2021, l'item 8.10, demande d'occupation permanente du domaine public à l'abordage. Toujours. Bonjour, quel est l'emplacement physique de cette demande d'occupation? Lorsque la séance, il fut indiqué comme étant la matricule numéro 415-134-8. Par contre, il n'est pas possible de repérer ce terrain utilisant la cartographie matricule de la MRC. S'il vous plaît, me faire parvenir la fiche d'information pour la propriété en question. De même, s'il vous plaît, me faire parvenir le plan de localisation associé à cette demande, de même que les limites du lot en question. Pourriez-vous m'informer sur la définition de l'occupation permanente du domaine public? Quelles en sont les modalités d'occupation des structures associées et les frais, coûts annuels d'une telle occupation? Quel est le processus de consultation préalable associé avant l'octroi d'une telle demande d'occupation en domaine public? Merci. Alors, voici la réponse à ces deux questions. Vos questions sont très techniques. En ce sens, ce sera le service de l'urbanisme qui vous fera parvenir les informations et documents demandés dans le respect de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Nous pouvons vous dire que nous avons octroyé une occupation du domaine public à l'entreprise à l'abordage à la descente de bateaux située sur la montée Ryan, lot 4651348, pour y entreposer pendant la journée leurs canots et kayaks. Merci. Merci. Nous avons reçu aussi une question de Mme Chantal Labbé. Oui, le sujet, le projet Indigo. J'aimerais savoir s'il va y avoir de nouvelles constructions sur la rue Fort-Belle, au rond-point vers la rue Labelle. Si oui, combien? Quel genre de bâtisse? Il y a encore des enseignes de construction dans le milieu humide. Pourquoi? J'aimerais connaître vos plans quant au parc qui est intégré au projet Indigo. Merci. La réponse à Mme Labbé. Il n'y a aucun changement au plan image qui a été accepté conditionnellement en 2017. La condition visait à ce que les bâtiments empiétant dans le milieu humide fermé soient retirés du projet. Pour ce qui est de votre question portant sur les enseignes, ce n'est pas la présence d'une enseigne qui donne le droit à la construction du terrain. Le promoteur doit respecter le plan image accepté et la réglementation applicable. Finalement, pour ce qui est du parc, différents plans sont présentement à l'étude pour un parc qui desservira les citoyens du secteur. Merci. Merci. Nous avons une question de Mme Lajeunesse. Oui, sa question concerne le projet Label. Alors, un préambule, dans l'édition du 19 mai 2021 de l'Info du Nord à la page 2, Ville de Mont-Tremblant publie un article à propos du golfe Grey Rocks. Label. Au 4e paragraphe, il est écrit, je cite, le promoteur a également convenu de mettre en place différentes mesures d'économie d'eau. Il réduira notamment de 75 ses prélèvements d'eau dans le lac Ouimet et les éliminera complètement d'ici 5 ans. Fin de la citation. Aucun endroit dans les projets de règlement en cours d'adoption 2021-100
2021-35 et 2021-105-6, il n'est question de prise d'eau dans le lac Ouimet, ni pour de futures possibles prises d'eau ailleurs dans la rivière de la Diable. Le règlement sur le domaine hydrique de l'État adopté en vertu de la loi sur le régime des eaux R13, entre parenthèses D.81-2003,A10 stipule en A10. Le ministère peut autoriser une personne à occuper à des fins non lucratives, notre souligné, une partie du domaine hydrique pour y installer ou y maintenir l'une des constructions ou l'un des ouvrages suivants en lui délivrant un permis à cet effet. Une plateforme, un ouvrage permettant le captage ou le rejet d'eau, un ouvrage servant à protéger les berges contre l'érosion, les affaissements, les glissements de terrain ou les inondations, un pont dont les assises, 3 petits points, un câble, une conduite ou un ouvrage autre qu'une jetée, 3 petits points, un ancrage pour amarrage. Question. Est-ce que le ministère de l'Environnement a pris connaissance du communiqué public publié par la Ville de Mont-Tremblant et expliquez-nous comment le promoteur du projet Label pourra-t-il obtenir un certificat d'autorisation pour prendre l'eau à des fins lucratives? Alors, pour répondre à Mme la Jeunesse, il est de la responsabilité du promoteur d'avoir les autorisations requises du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ceci dit, il est question ici de la prise d'eau au lac qui était utilisée pour la neige artificielle du Grey Rocks et pour les besoins du golfe. Merci. Nous continuons avec une question de Mme Jeannie Seaborn. Elle se lit comme suit. Je comprends que la montée Ryan de la bâtisse de l'Animalium et jusqu'au golfe Le Géant est considéré un corridor vert et protégé par une règle de verdure dense de 20 mètres entre la montée Ryan et tout bâtiment qui se construira. On ne doit pas avoir aucun bâtiment. Question. Est-ce que ce règlement s'applique aussi à la rue Labelle? Si oui, entre quels endroits? Sinon, est-ce que la Ville peut considérer cette désignation pour une partie de la rue Labelle, peut-être du golfe Lemaître, au circuit Mont-Tremblant? Pour répondre à Mme Seaborn, alors c'est une question ici très technique, donc en ce sens, ce sera le service de l'urbanisme qui vous fera parvenir les informations. Mais d'autre part, nous pouvons vous dire que la Ville compte plusieurs corridors de signature qui comportent des normes de zones tampons végétalisées. Les secteurs que vous avez visés de la montée Ryan et de la rue Labelle sont des corridors de signature qui ont en moyenne une zone tampon de 10 mètres de profondeur. Merci. Nous avons une question de Mme Lucie Lamy. Oui, c'est au sujet de l'acquisition par la Ville de la réserve naturelle de la rivière du Diable. Monsieur le conseiller François Marcoux nous a appris lors de la rencontre des usagers de sentier du 1er juin que la Ville a acheté la réserve naturelle de la rivière du Diable. J'aimerais savoir dans quel but la Ville a acheté ce terrain à Station Mont-Tremblant qui l'a inscrit comme aire protégée reconnue à perpétuité en 2014 au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MELCC. Que compte faire la Ville avec cette aire protégée et est-ce que le rôle du MELCC reste le même? Merci beaucoup. Alors, la réponse pour Mme Lamy est que la réserve naturelle est protégée à perpétuité. Et c'est plus dans l'ADN et le rôle d'une ville que d'un promoteur de voir au respect des conditions avec le ministère de l'Environnement. D'autant plus que le principal utilisateur de cette réserve est la ville avec ses sentiers et son pont, le pont Jack Rabbit. Vous aurez deviné que la Ville ne peut et ne veut pas changer l'utilisation de cette réserve naturelle et cela pour des générations à venir. Merci. Merci. Nous avons une question aussi de M. Michel Lemay. Question 1. J'aimerais savoir quand le champ de pratique de golf Labelle va être disponible aux citoyens. Présentement, il est disponible seulement pour les membres de la clinique de golf du maître. On attend aussi de voir les escomptes sur les forfaits pour jouer à la bête. Le seul tarif disponible sur leur site web est de 110 $ plus taxes. Il m'a été dit que selon le point 4.8.1a de l'entente cadre signée le 27 mai dernier, que le spécial pour les citoyens serait l'obligation d'acheter 10 rondes de golf au prix d'invités extérieurs, entre parenthèses couramment 110 $, qui inclurait 2 rondes gratuites.
Le coût moyen par ronde de golf serait donc de 105 incluant les taxes, ce qui rendrait l'accès au golf impossible pour la majorité des citoyens de Mont-Tremblant. Question 2. Comment envisagez-vous vraiment de permettre l'accessibilité à des tarifs abordables pour vos citoyens de Mont-Tremblant qui n'ont dorénavant plus accès à un terrain de golf public, non exécutif, tel que le Manitou, à coût raisonnable? Alors, pour répondre à M. Lemay, on vient tout juste d'apprendre à l'interne qu'il y aurait eu une erreur de communication avec les employés, donc le golf label serait bien ouvert, mais on vous invite à contacter directement le club de golf La Bête pour connaître les modalités d'accès au champ de pratique. Oui, c'est le champ de pratique qui est ouvert et non le golf, là, merci. Et pour connaître également les frais applicables aux citoyens de Mont-Tremblant. Merci. Nous avons une question, commentaire de M. Éric Labelle. Oui, le sujet est le sentier de vélo de montagne. Nous vous demandons de confirmer que vous allez relocaliser la section nord du sentier La Diable avant sa fermeture, tel que stipule le protocole d'entente entre la Ville et Station Mont-Tremblant. La Diable est un sentier sous servitude et lors de sa vente du terrain par SMT, le sentier a été relocalisé sur plan par une firme d'arpenteurs et a fait l'objet d'un contrat notarié datant de 1998. Contrat indiquant le coût de la relocalisation, contrat indiquant que le coût de la relocalisation doit être payé par le nouveau propriétaire. Selon votre appel d'offres pour Deer Mountain, plusieurs sentiers seront construits sur Deer Mountain, ce qui empêche pour un certain temps une circulation fluide des usagers. Si la Diable devient un cul-de-sac tel que vous le demandez dans votre appel d'offres, le nombre de sentiers disponibles sera encore plus réduit, en incluant la fermeture de la Chouette Sud qui sera inutilisable jusqu'en 2023. Le réseau sera alors très restreint. Dans les rencontres d'usagers des sentiers, un point commun a toujours été mentionné par tous les types d'usagers. Il faut plus de kilomètres de sentiers, surtout pour les usages d'été. Le réseau est trop petit et rendu non sécuritaire. Il est déjà surutilisé les week-ends. Alors, en réponse, tel que mentionné lors de la rencontre d'usagers de juin dernier, la portion de sentier à laquelle vous faites référence n'est pas celle sous servitude notariée et ne devrait pas être utilisée. Un tracé a été effectivement réalisé à l'époque et c'est ce dernier qui est sous servitude, mais il est inadéquat à la pratique du vélo de montagne. Ce tracé, qui doit être déplacé afin que l'on puisse conserver nos acquis, implique la négociation avec 4 propriétaires. Nous souhaitons finaliser le développement de ce secteur puisque nous avons reçu l'argent nécessaire pour le faire. Nous viendrons rattacher les différents liens une fois le tout notarié avec les propriétaires en lien avec les ententes passées. Suite à la reprise du réseau par la Ville via son service Culture et Loisirs en mai 2018, plusieurs éléments du protocole n'avaient pas été suivis ou réglés par les différents responsables antérieurs du réseau. D'ailleurs, la Ville souhaite finaliser les ententes et c'est un lien avec son plan stratégique 2019-2023. Des solutions temporaires sont envisagées, mais encore là, nous devons vivre avec des délais. Votre affirmation concernant Deer Mountain est inexacte. Nous vous invitons à communiquer avec le service de la culture et des loisirs afin de valider cette information. Signalons que vous avez accepté tous les éléments du devis qui vous a été présenté en tant que président du club avant de lancer l'appel d'offres. Pour le réseau restreint, ce sont des conséquences d'avoir fait des sentiers sur des terrains qui n'appartenaient pas à la Ville et de ne pas avoir bouclé les ententes en suspens. Le lien du réseau dans ce secteur est maintenu, mais via l'écureuil tel que démontré lors de la rencontre de juin dernier. Et nous reprenons en charge les ententes en suspens qui demandent temps, analyse et participation des autres partenaires nécessaires à la finalité. On entend ici les arpenteurs, les entreprises en sentier, notaires, par exemple. C'est dans le plan stratégique de la Ville 2019-2023 que nous avons fait en 2018, suivant la reprise du réseau. Le plein air gagne en popularité et il est nécessaire de développer notre réseau pour tous les types d'usages et de niveaux. Avec la pandémie de 2020, la pratique en plein air a explosé. Depuis 2018,
La Ville a remis à niveau son réseau existant qui était dans un piètre état et ajouté des sections, soit des sections de randonnée, de vélo de montagne, pour assurer pérennité et signalisation adéquate. Du développement est prévu. Nous sommes rendus là et c'est ce qui a été mentionné lors de la rencontre que nous devons continuer à maintenir un entretien régulier et préventif du réseau qui est très apprécié et utilisé. À cela s'ajoute tout le travail pour finaliser les éléments des ententes 2015 qui n'a pas été fait par les gens en charge du réseau précédemment et qui nous permettra de venir bonifier le réseau actuel de quelques nouveaux liens. Nous avons reçu aussi une question de M. Jean-Michel Archambault-Cyr. Oui. Monsieur le maire et mesdames et messieurs les conseillers et conseillères, nous représentons les 313 signataires et commerçants de Mont-Tremblant, et 35 commerçants de Mont-Tremblant qui ont déposé une demande au cours du dernier conseil municipal du 10 mai pour la création d'un comité consultatif des usagers de sentiers. Vous nous avez répondu que vous accueilliez avec ouverture cette demande, que vous alliez consulter vos partenaires et que vous aviez la préoccupation qu'un tel comité soit représentatif des usagers. Sachez que nous partageons également cette dernière préoccupation. Nous en avons discuté à l'intérieur de notre groupe depuis le début de nos réflexions et nous avons des suggestions à ce propos. Cependant, nous n'avons toujours pas reçu de communication de votre part pour échanger et discuter de la demande déposée. En fait, nous n'avons eu aucune réponse ni suivi. Nous sommes déjà au début de l'été et nous pouvons vous assurer que les plus de 300 signataires s'attendent à plus et mieux de leur ville. Nous aimerions mettre ce comité en marche rapidement afin d'être en mesure et d'être opérationnel à l'automne. Notre question est très simple. Comptez-vous mandater quelqu'un de la Ville pour nous répondre, assurer un suivi et mettre sur pied ce comité avec nous? La réponse, l'ouverture face à votre demande est toujours présente, comme cela a été mentionné lors de la dernière rencontre des usagers de sentiers à laquelle plusieurs pétitionnaires étaient présents. Madame Catherine Martel, directrice du service de culture et des loisirs, a été mandatée pour assurer l'analyse de cette demande et faire ses recommandations au Conseil et à la direction générale. Lors de cette même rencontre, les usagers présents ont mentionné souhaiter obtenir des ordres du jour des rencontres ainsi que des procès-verbaux, ce qui sera mis sur pied pour les prochaines rencontres d'usagers. Plusieurs ont également manifesté leur intérêt à ce que les rencontres demeurent ouvertes à tous. La recommandation du service de la culture et des loisirs et de la direction générale et la décision du Conseil prendront en considération l'ensemble de ces éléments. Nous avons reçu une question de M. Jean-Pierre Cyr. Le sujet, c'est entente cadre pour le projet Label. Alors, la question se lit comme suit. Considérant que le développement Tremblant Inc. désire développer l'ancien golf Label et que la Ville désire imposer des conditions à ce développement, nous pouvons lire un peu partout, entre autres, que votre communiqué de presse du 12 mai dernier, dans la publicité payée en page 2 de le journal L'Information du Nord du 19 mai, et sur les réseaux sociaux, ceci. L'entente prévoit également la protection d'une aire naturelle de 35 acres grâce à la création d'un parc de conservation qui sera cédé à la Ville. Selon l'entente cadre au point 4.4.1, mentionne ce qui suit. Le promoteur s'engage à céder à la Ville ses frais pour celle-ci pour des fins de contribution à des fins de parc, le terrain portant le numéro de lot se terminant par 269 du Cadastre du Québec, tel que montré à l'annexe E, ou un numéro de remplacement. La Ville s'engage à en faire une réserve naturelle de conservation. Lors de la cession, le terrain sera grevé d'une servitude interdisant toute construction, aménagement et accès public sur le terrain cédé. Question 1. Puisque le lot, se terminant par 269, n'est pas encore inscrit dans la base de données de la Ville et ou de la MRC, premièrement, pouvez-vous nous confirmer à qui appartient ce lot? Est-ce à la compagnie 30 90 96 26 Québec Inc., soit Succession Philippe Robinson et Daniel Cordier, ou bien à Développement Mont-Tremblant Inc., le promoteur? Et autre question, si le lot en question appartient toujours au vendeur, alors comment le promoteur peut-il s'engager à le céder à la Ville? Préambule pour la sous-question. Selon cette même entente cadre,
Le point 4.8.2 mentionne ce qui suit. Le promoteur s'engage à procéder à une contribution financière dont le montant sera à son entière discrétion par la réalisation d'un projet de logement pour des employés situés sur le territoire de la Ville. C'est une excellente initiative de la Ville puisque nous sommes présentement aux prises avec une pénurie de logements abordables qui force l'exode des travailleurs dans les municipalités environnantes. Sous question, pouvez-vous par contre nous expliquer pourquoi vous n'exigez pas un montant minimum et ou un certain pourcentage au lieu de laisser la contribution financière à l'entière discrétion du promoteur? Merci à l'avance. Alors, la réponse sera répondue par les différents services. Et ceci, ça va être mis sur le site Internet. Alors, ceci met fin à la période de questions. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci beaucoup tout le monde et passez une belle soirée. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir.